messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans l'entretien. Les Français sont aux urnes ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Ils ont le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, une élection apparemment sans enthousiasme en Afrique subsaharienne. Les médias, vous l'avez certainement constaté, se limitent au factuel. Les peuples, eux, n'ont pas grand intérêt apparemment par rapport à cette élection. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce désintérêt du peuple africain? Les élections en France vues d'Afrique, c'est notre thématique aujourd'hui pour l'entretien de ce dimanche. Et pour ce faire, nous avons invité M. Adekpéju Sylvain Akindes pour nous éclairer sur le sujet. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité ici. C'est plutôt nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, j'aimerais bien savoir comment vous passez votre retraite. Ma retraite se passe... je n'en avais pas l'expérience. Mes parents n'ont pas eu l'expérience non plus. Donc ce que je vois, je suppose que c'est moi maintenant. J'ai rien à faire. J'ai plus rien à faire. Vous vous ennuyez à la maison? Je lis. Bon. J'écris. Ça, là, j'ai écrit. Ça, j'ai écrit. Ça me préoccupe énormément. Ça m'empêche même parfois de dormir. Depuis que je suis à la retraite, j'ai écrit 4 livres. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Bon, je suis sur le 5e, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais je suis sur le 5e. C'est parce que j'ai fini le 4e, qui était censé être le dernier, que je me suis retrouvé sans occupation. Mais en rangeant les affaires, en regardant les choses, j'ai dit, tiens, il y a encore quelque chose à dire. Donc peut-être d'ici 1 semaine, 2 semaines, je vais me remettre à rendre ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé à des moments donnés de ma vie. Donc vous écrivez, je vais dire, vos mémoires. Est-ce qu'on peut appeler de mémoire? Parce que disons, ce n'est pas centré sur moi. C'est centré sur l'actualité politique et l'action de groupes de personnes identifiées comme pouvant être mes amis. Donc la retraite, elle est paisible, comme vous l'avez souhaité? Relativement, oui. Relativement. Je n'avais aucune idée. Je suis allé à la retraite sans savoir ce qui va se passer. Puis je me suis retrouvé devant des situations qui m'ont montré ce que ça peut être. Voilà. On s'ennuie? Pas toujours. Pas toujours. Je peux dire que ces derniers temps, bon, par exemple, j'ai écouté beaucoup de trucs sur la France, sur l'Afrique. Des questions intéressantes, oui, ça vous passionne. Mais vous échangez avec qui sur tout ça? C'est le problème. Donc, Madame Akindes est votre seule alliée à la maison actuellement? Oui. Bon, les enfants sont un peu éparpillés. Il n'y a plus personne dans la maison. Il y a une nounours, bon, pour nous aider à faire le repas, nettoyer, balayer, c'est tout. Voilà. Voilà, ça c'est juste pour planter le décor, pour nous intéresser un peu à votre quotidien à la retraite. Cela étant, Monsieur Akindes, puisque nous voulons parler aujourd'hui de politique étrangère, et vous sachant gauchiste, si je ne me trompe, ce courant politique gauche-droite, Monsieur Akindes, existe-t-il toujours selon vous? Je ne parle pas de l'appellation forcément, mais la pratique de l'idéologie politique. Vous avez des gauchistes, j'allais rougir si j'étais un toubab. Je ne suis pas gauchiste. Gauchiste, c'est l'extrême gauche. Agitateur. Non, c'est pas comme ça. Il y a la gauche. Il y a la droite. Il y a la droite. Et il y a les extrêmes. Il y a entre les deux. Bon. En fait, c'est une question de choix de société. Pour moi, être de gauche, c'est privilégier les intérêts des populations. Je donne un exemple précis, puisque c'est politique. Je préférerais les routes qui relient les villages et les grands centres que d'arranger Cotonou, en priorité. Je préférerais regarder si en supprimant tel service ou tel office de l'État, quels seront les résultats sur les populations. Ça, c'est un choix. Mais il y a d'autres choix. Les gens qui sont riches, qui sont aisés, ben, ils sont très, très contents d'être sur la route des pêches. Ils y vont tout le temps. Vous ne pouvez pas manger là-bas sans vous dégarder de beaucoup d'argent. Parce qu'ils en ont. Alors, il y a une différence de vie, honnêtement, entre l'appareil d'État et la population. Du simple au 6 fois plus grand ailleurs.
Vous prenez un professeur d'université, vous ne le voyez jamais, il sera peut-être vers 1 million. Mais aujourd'hui, il se retrouve dernier. Pas dernier, évidemment. Il se retrouve un peu dans le rang. Alors, c'est un choix de société. Le choix de payer des responsables politiques très, très, très chers pour qu'ils aient leur clan à part, c'est un choix. Moi, je ne ferai pas ce choix. Étant donné que c'est vraiment qui sur la société, chacun en qui le pays a donné le pouvoir peut faire ce qu'il pense devoir faire. Si c'est fiable et si c'est sérieux, ça demeurera. Si ce n'est pas fiable et que c'est pas et ça ne paraît pas sérieux, ce sera remis en cause. Donc c'est pas la peine de se fatiguer sur Donc cela. selon vous, le courant il existe toujours? Quoi ça? Ma question était de savoir si le courant gauche-droite existait encore. J'ai parlé de ce que moi j'appelle être de gauche pour moi. Oui. Je ne peux pas... parce que nulle part dans la littérature, ni dans les dictionnaires, on vous dira être de gauche celui-ci, être de droite celui-ci. Pas du tout. Donc la définition de gauche, c'est très 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 difficile Dans les pays européens développés, c'est ceux qui s'appuient sur la classe ouvrière. C'est devenir ensuite les populations les moins diminuées. Il y a déjà une évolution sur cet aspect-là, parce qu'avant, c'était les ouvriers, l'organisation des ouvriers qui devaient prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Donc, je peux dire même la notion de gauche telle qu'elle a existé en France n'est plus la même. Et puis, la notion gauche et droite, elle a une histoire. C'est la disposition des gens à l'hémicycle de l'Assemblée française. Les gens qui pensaient ouvriers social étaient à gauche, oui. Les autres étaient à droite. C'est tout ça. Donc, ce n'est pas valable, par exemple, lorsque vous allez aux États-Unis, ou en Amérique, en Chine, ou au Japon. Non. Mais aux États-Unis aussi, la gauche et la droite, c'est vrai, c'est sous différentes appellations, mais cela existe. Mais c'est vous qui appelez ça la gauche. Vous devez voir la raison d'appeler ça la gauche. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez la gauche. Voilà, pour moi, ce n'est pas la gauche. C'est la droite pure et dure. Or, certains diront que c'est la gauche. Peut-être parce qu'il est noir. Bon, il dit républicain démocrate. Bon. Voilà, c'est l'appellation. Je dis, moi, les démocrates ne sont pas meilleurs aux républicains. Dans leur politique étrangère, ils ne sont pas meilleurs. Parce que ce n'est pas par rapport à ça que moi je juge. Ce n'est pas par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce qui se passe en ce qui concerne leur relation par rapport à mon pays que je vois s'il y a un changement. Avez-vous jamais vu qu'il y a un changement depuis que vous êtes là et qu'on a vu Barack Obama venir, Trump venir et puis ensuite Biden? Quel changement ça? Aucun. Donc ça n'a pas d'intérêt pour nous autres. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que ce courant a induit, je vais dire, des clivages, forcément, puisque soit vous êtes de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui reste, monsieur Akindes, de ce clivage gauche-droite? Je ne suis pas d'accord avec vous qu'il y ait clivage. Il y a les intérêts d'un pays, d'une population. Sur une question donnée, on peut avoir des clivages, des différences. Mais on ne peut pas faire ça de façon... Mais les idéologies sont différentes. C'est quoi idéologie même? C'est justement ce qui régit, je ne veux pas dire la formation politique, mais ce qui régit les idées, les pensées. Allez voir le type que vous prenez de droite, dites-lui quelle est son idéologie. Quelles sont les valeurs qui lui permettent de dire si je suis de la droite. Il ne pourra pas vous répondre. Il ne pourra pas vous répondre. Parce que c'est quoi les valeurs qui régissent la droite? C'est que les valeurs qui régissent la gauche. Si je vais schématique, on dit la droite, c'est les possédants. C'est-à-dire ceux qui veulent toujours s'enrichir, qui s'enrichissent tout le temps. Et les autres, c'est ceux qui ne possèdent pas. Ça, c'est globalement ça. Globalement ça. Maintenant, la droite a sa manière de voir. Celui qui est riche n'a pas la même manière de voir une société que celui qui est pauvre. C'est évident. Même moyennement, un fonctionnaire ne voit pas la même chose qu'un paysan. C'est pas vrai.
ne voit pas le monde. Ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable pour le paysan, c'est lui qui le sait, ce n'est pas le fonctionnaire. Donc, il y a des divergences sur ce qu'il faut faire. Si vous allez chez nous aujourd'hui, maintenant, pour moi, ce qui est important là, c'est de savoir qu'est-ce que l'État est pour un paysan. La notion de l'État. Le responsable de l'État. Pour un paysan, c'est quoi? Moi, j'ai fait la politique. Bien sûr. Un jour, je suis allé quelque part, je faisais la campagne. J'ai dit, bon, ben, on va faire l'école ceci, vos enfants ceci, vous faites cela. J'ai dit tout ça là. Ils m'ont applaudi proprement. Puis après, ils se sont mis à poser des questions. Et puis, un se lève et dit, ah, ce que vous dites là, vous parlez des enfants, nous, c'est ce qu'on va bouffer aujourd'hui qui nous préoccupe. Et toute la salle a applaudi comme... Alors, je me suis dit, tiens, je suis allé complètement en dehors. Il est vrai que ce qui était là, peut-être s'attendait à ce qu'on leur donne de l'argent. C'est peut-être ce que ça traduit. Mais ça traduit aussi que les questions de l'école, de l'avenir des enfants, ce n'est pas leur problème. La situation de différenciation des classes en France, puisque de ça il s'agit, a dû évoluer tel que faire la différenciation entre gauche et droite n'a plus tellement d'intérêt. Pour moi, hein, de loin. Je ne sais pas sur quel thème les gens considèrent. Ils vont parler de quoi? De la retraite, le SMIC, les salaires. Voilà. C'est ces questions-là. Ça, c'est matériel, ça. C'est les conséquences matérielles de la société qu'ils mettent en avant. Et à partir de ce moment, la différenciation se fait. Mais même ceux qu'on dit de la droite, ils n'ont pas le même courant. Ils n'ont pas du tout le même courant. Donc je pense que c'est normal que ça se passe de cette façon. Si on voulait rapporter ça au Bénin, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'il y a une classe sociale? Est-ce qu'il y a des ouvriers? Est-ce qu'il y a des paysans? Est-ce que le prolétariat, c'est quoi? Nous représentons quel est le prolétariat? Les masses populaires, c'est quoi les masses populaires? Oui, il y a tout un... Donc la théorie chez nous va être différente de la théorie en France. Même si vous avez les mêmes visions marxistes, lorsque vous arrivez sur un terrain donné, vos réflexions doivent tenir compte de la réalité. La réflexion n'est pas de droite ou de gauche, la réflexion c'est en tout le monde. Et les gens de conviction, il y a un certain nombre de valeurs de base qui font que vous dites que vous êtes à gauche, et un autre système de valeurs qui fait que vous êtes à droite. Mais ces valeurs, justement, quand elles sont mises en politique, c'est qu'on se retrouve séparés, monsieur Akines. Pas évidemment. Parce que c'est des hommes, n'est-ce pas? Ils cohabitent. Moi, je peux être prolétaire, mon enfant est grand Richard. Donc, cette séparation, disons, factice, oui, me paraît pas réaliste. Les gens... moi, j'ai des enfants maintenant qui sont dans le circuit, je l'ai dit, vraiment, des gens bien, quoi. Et on a des échanges et on me rend compte que nous n'avons pas le même point de vue. Ce qui est normal. Oui, je ne dis pas que c'est normal, c'est le point de vue. Et je me rends compte que je tolère ça. C'est-à-dire, ça ne fait pas un bagarre, mais ça fait l'objet de discussions avec des concessions. Vous avez peut-être raison. Des changements dans quelque chose. Vous pouvez réfléchir, bon, est-ce que ce sera bien? Est-ce que ce sera bon? Peut-être que ce sera pas bien. Peut-être que ce sera bon. Mais la pratique vous permet de dire si c'est entièrement bien ou entièrement mauvais, ou si c'est bien et il y a des points négatifs. Donc ça, là, ça me paraît être la différenciation de gauche et droite est trop théorique, elle est trop vieille comme différenciation. Je vais vous donner un exemple pour pouvoir illustrer ce que je dis. Est-ce qu'aujourd'hui en France, ceux qui sont de l'extrême droite peuvent, ou de gauche, peuvent diriger en réalité? Est-ce que c'est justement ça l'impact de ce clivage qu'a induit ce que vous dites là, ma mère a dit ceci. Qui a le droit de diriger une population? Vous allez dans un village, qui a le droit de diriger? Et on le voit ici, ce que vous dites n'est pas si flou que ça.
Aujourd'hui, dans le village, le chef d'arrondissement doit savoir parler français. N'est-ce pas? Il fait les notes en français. Pour qui? Les gens qui ne parlent pas français. Voyez-vous? Donc, eux n'ont pas l'habilité. C'est exactement comme ça que je vois la question. Ça se traduit chez nous de cette manière-là. C'est-à-dire, on considère qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de dire comment on doit les gérer. Ceux qui n'ont pas été à l'école avant, ils n'ont pas géré les choses. Donc, je pense que c'est pas si simple que ça. N'est-ce pas? C'est pas si simple que ça. On ne veut pas dire que la gauche ne veut pas diriger. Alors, vous direz que ce qui s'est passé, comment dire, ils ont mal géré l'Union soviétique ou la Chine. Vous savez d'où la Chine est partie? Et là où elle est aujourd'hui. Donc, la question n'est pas droite ou gauche. Ce point étant fait sur les courants politiques, nous irons maintenant en France, monsieur Akindes Adikpédjou, pour parler de ces élections qui se tiennent. Vous, de votre position, comment vous analysez ce scrutin, puisque c'est de cela que nous parlons aujourd'hui? Ce scrutin apparaît comme une photographie de l'état de réflexion du peuple français. On peut dire que la majorité est complètement de la droite, comme ce que vous appelez de droite. C'est pas moi qui l'appelle. Ce sont les courants existants. Je conteste ça, mais je vous l'admets pour le raisonnement. C'est uniquement pour le raisonnement. C'est-à-dire, ils sont tous pareils, ceux-là. Extrême droite, extrême gauche. Pour ce qui concerne les second tours, sont tous de la droite. Et les points d'achoppement qu'on a pu avoir dans le débat Le Pen-Macron, c'est sur quoi? Les relations avec l'Union soviétique. C'est tout ce que j'ai vu. Le reste, on se bagarre sur des chiffres, etc. L'interprétation des chiffres. Bon, ça montre très bien qu'ils sont de la même lignée. Ils n'abordent pas les problèmes de façon différente. Il y a une différence quand même. Macron serait beaucoup plus pour le monde sans frontières, disons qu'on peut dire. Pas sans frontières, hein, mais ouais. un peu modéré. La mondialisation. La mondialisation. Et Marine Le Pen, c'est beaucoup plus. D'abord, soyons nous-mêmes. Ce qui sont un peu des nationalistes. Et ici, chez nous, on ne peut pas se mettre à dire quels sont les mondialistes, quels sont les anti-mondialistes. On peut dire quels sont les panafricanistes et ceux qui sont repliés sur nous-mêmes, à la limite. Et les chiffres, monsieur Akindes, comment vous analysez un peu ces chiffres obtenus, je vais dire, au premier tour, puisqu'on a vu les partis traditionnels pratiquement en chute historique, par exemple le Parti socialiste qui se retrouve avec 2,5% et moins de 5% pour les républicains. À quoi cela est dû, ce triste score? Ça, c'est ces supputations que j'ai, hein, je pense que la représentante du Parti socialiste, elle est déjà parmi les plus hauts bourgeois de la France. Donc, la différence entre elle et les autres n'est pas perceptible. C'est pas parce qu'on est du Parti socialiste qu'on est tout. Emmanuel Macron, ils sont tout. Sa première chose au plan gouvernemental, c'est avec les socialistes. Ensuite, les républicains. Les républicains, c'était une droite qui était moins droite, comme on dit, que le Front National. Donc, lorsqu'on dit le Front National, droite et gauche, et qu'on dit le Front National est de la droite, je vais bien, à condition qu'on sache ce que c'est que d'être de la droite ou de la gauche de façon claire. Je pense que le Front National est replié sur la nation française. Et que les autres ne sont pas repliés sur la nation française, il faut qu'ils s'ouvrent. Et ils sont beaucoup plus vers l'Europe et autre chose. Ce qui n'est pas le cas des Fronts nationaux. Est-ce que c'est une position de gauche ou de droite? Pour moi, être pour la nation béninoise n'a rien de droite. C'est même le progrès, pour qu'on ait réellement une nation. Et qu'on soit respecté comme nation, qu'on fasse les choses comme nation.
C'est ça. Donc, c'est comme ça chez eux. Donc, je reviens à vous dire que la notion gauche et droite est tellement fluctuante que pourquoi les autres... Parce que dans la société française, il y a tellement de mélanges et il y a tellement de gens qui partent d'en haut qui deviennent en bas, et des gens qui partent d'en bas qui vont en haut, que la situation n'est pas aussi clarifiée que cela. Et si vous étiez en France aujourd'hui, M. Kindes, quel serait peut-être votre choix? Pour le deuxième tour, là, je n'aurais pas voté. Aucun des deux candidats ne vous convient, Je me rends compte que je ne peux pas me détacher de celui que je suis. C'est-à-dire? Je suis béninois. Oui. Je suis au Bénin. Je mets les intérêts du Bénin en avant. Si je vais là-bas, si je suis en France et que je suis français, je ne sais pas quel sentiment que je peux avoir. Donc c'est un jeu de rôle de pouvoir avoir une idée assez claire. Les divergences de mode de gestion ne sont pas si graves que ça. C'est la philosophie de gestion qui est la question essentielle. Aujourd'hui, en France, les différences entre les philosophies de gestion de la société ne sont pas si tranchées que ça. Ils ont eu des manifestations qu'on appelait les gilets jaunes. Oui. On les a placés où? C'est la gauche, c'est la droite, c'est le milieu, ou c'est des gens qui sont révoltés? On dirait beaucoup plus que c'est des gens qui sont révoltés. Donc, à mon avis, la classification systématique de droite-gauche n'a pas d'intérêt à ce moment. Qu'est-ce que moi j'aurais fait si j'étais français? J'ai dit je me serais abstenu. Si vous voulez m'obliger à voter, je vais peut-être voter peut-être Mélenchon. Parce qu'il a fait l'effort de vouloir rassembler les gens de gauche, comme vous dites. Mais il n'est même plus dans le jeu. Le choix se fait entre deux personnes. Au second tour. Là, maintenant, je me l'ai dit, j'ai voté l'abstention, ça, c'est sûr. Mais on a entendu, par exemple, justement, Mélenchon dire le tout sauf Marine Le Pen, ne donnait pas une seule voix à Marine Le Pen. Est-ce à dire que cette dame, elle est si dangereuse que cela? Ça, c'est son point de vue en tant que Français. Vous l'aurez soutenu si vous étiez Français. Qui? Mélenchon? Oui. Oui, mais c'est son point de vue. Vous pensez que tous les officiers militaires vont le suivre? C'est pas évident. C'est pas évident. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est dangereux alors qu'il n'a pas posé d'acte. C'est comme on a mis la tête là, Poutine c'est un fou. Donc il y a, à mon avis, une détérioration des questions de rapport humain en France tel qu'on dit n'importe quoi. On est dans l'émotionnel. Et puis on dit, bon, moi j'aurais voté sur là. Maintenant j'ai vu des gens qui ont dit de voter Le Pen, c'est mieux que Macron, parce qu'ils vivent avec Macron. Ils vivent Macron. Et ils ne voient pas de changements possibles. Avec Marine Le Pen, elle fait briller beaucoup de choses, peut-être qu'il y aura des changements. J'en sais rien. Vous avez certainement suivi le débat de l'entre-deux tours. Vous, quand vous entendez ces candidats, est-ce que vous pensez, comme les Français, que l'élection, elle est pliée, elle est en faveur de Macron? Je ne sais pas si c'est sur le projet de société qu'on fera la différence. Mais c'est pour la manière de présenter. Je considère, moi, que Marine Le Pen ne sait pas parler. On ne dit pas ça quand on est un homme politique, il faut sortir ça au fur et à mesure. L'autre était beaucoup plus à l'aise. Manque de préparation, toujours un peu comme 2017. Ce n'est pas le manque de préparation, c'est peut-être une manière de parler. Cette question-là, c'est important quand vous adressez au public. Surtout pour une élection. Pour une élection de ce genre-là. Donc, la manière dont votre langue est déliée et que vos pensées vont assez vite. Deuxièmement, je considère que elle s'est faite dominer par Macron. Qu'on a vu dans une posture aussi professorale, pratiquement. Oui. Mais il y a comme un complexe là,
Un moment, elle a dit, oui, vous avez les informations des services secrets. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, bon, cette question-là, ça peut la défavoriser. Mais je ne sais pas le contenu du programme tel qu'elle a présenté. Est-ce que ça va décourager les Français? Pas évident. Mais c'est sa capacité à se défendre qui va la mettre mal à balle, bien à mal. C'est comme ça que je vois ça. Et contrairement à une certaine époque, Monsieur Akindes, les élections en France ne sont pas plus d'un grand intérêt pour les Africains, hein, en l'occurrence l'Afrique subsaharienne. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la France est en difficulté avec l'Afrique, Monsieur Akindes? D'abord, permettez-moi de rectifier l'Afrique francophone ou l'Afrique en général. Parce que c'est important. Nous avons l'impression que les pays francophones que nous constituons, c'est nous l'Afrique. Malheureusement, nous ne sommes pas les plus nombreux. Non. Bon, par conséquent... On parle de la France, nous sommes... Par conséquent, si j'allais prendre un type au Nigeria, qu'est-ce qu'il a à foutre du débat en France? Ou bien aux États-Unis, à l'Afrique du Sud, ou au Zimbabwe. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ils ne parlent pas français. La coopération comme ça, c'est des bases définies. Donc, disons, notre passé colonial, notre conception de l'action politique et de l'argumentation politique sont liées à ce que nous avons vu chez les Français. Ce qui fait qu'il y a une tendance à vouloir voir comment il faut pour copier ici. Naturel, une tendance naturelle, irrésistible, qui n'est pas volontaire, qui arrive à cela. Bon. Donc, et ce qui est sûr, lorsqu'on s'intéressait à ça avant, est-ce que c'est pour l'immigration? Est-ce que c'est pour les aides? Est-ce que c'est pour... Il n'y avait aucune raison. C'est-à-dire, il y a raison sentimentale. On était là-bas. Donc il n'y avait pas d'intérêt majeur à l'époque. Quel intérêt il y avait? En rétrospective, quel intérêt il y avait? On pensait, quand moi j'étais plus jeune, hein, on pensait que les socialistes étaient bons et que nous aurons plus de liberté. Mais j'ai vu, à la fin maintenant, que les socialistes qui ont sorti les lois les plus dangereuses pour les pays africains. C'est toujours ou le ministre est socialiste ou le président est socialiste. Je vous donne l'exemple ici, un jeune ami, un très grand ami, une personnalité française. Nous sortons, nous faisons des virées ensemble. Et puis quand il y a eu des élections ici, en 2007. 2016, si c'est au Bénin, c'était en 2016. 2016, hein, c'est ça. C'était en 2016. Alors je lui dis, mais mon ami, c'est quoi? Parce qu'il est français? Parce qu'il parle bien français? Et toi, français, tu dis c'est ça, il ne faut pas président? Je lui dis ensuite, oh, il est trop ancré dans la politique française pour faire une politique béninoise. Non. Techniquement, peut-être, mais c'est l'idéologie qui sécrète l'action. Si tu es convaincu que le Bénin n'est rien, et que c'est la France qui va le dire ce qu'il faut au Bénin, bon, je dis, en ce qui concerne avant, il n'y avait pas d'intérêt particulier. Je me rappelle comment les gens dansaient, Mitterrand venu au pouvoir, etc. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Zéro. Rien. Ça n'a pas changé le pacte colonial. Ça n'a pas changé, disons, le mal vivre en France lorsqu'on est noir. Ça n'a pas changé toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, il y a encore moins. Ah oui, aujourd'hui, oh, je ne sais pas, je ne suis plus là-bas. Je ne veux pas vous dire. Mais je pense que ça doit changer. C'est parce que le fait que des Noirs
prennent des responsabilités et les assument bien là où ils sont, pose problème aux autres. Ça pose déjà le problème à eux-mêmes, les Noirs. Comment ils peuvent aller là-bas? Vous avez quelqu'un qui est directeur adjoint depuis longtemps, dans une boîte, etc., qui a tout fait. Et après, on veut nommer, c'est une autre personne qu'on amène qui est moins compétente parce qu'il est noir. Donc ça, là, il faut l'admettre. C'est l'absence de débat chez nous. À une époque donnée, peut-être encore maintenant, j'en sais rien, à une époque chez nous, qu'on aime le débat qu'il y a là-bas. On suit le débat qu'il y a là-bas. Enfin, moi, je suivais beaucoup la télévision, une télévision camerounaise. Il y avait des débats. Mais peut-être qu'il y en a ici aussi. Mais ce n'est pas le même niveau de débat. Mais est-ce que les dossiers, par exemple, celui sahélien et la question du franc CFA n'a pas aussi plombé cet intérêt peut-être qu'auraient eu les Africains par rapport à ce scrutin en France, les Africains de l'Afrique francophone, évidemment? Je ne suis pas certain, parce que lorsque vous voyez très bien d'où vient le problème du Sahel, c'est de la Libye. Tout le monde est d'accord que les djihadistes, c'est de là-bas, ils ont pris les armes, ils sont venus. Peut-être qu'on l'a affolé aussi, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Et que tout le monde savait aussi que si on balayait Kadhafi, c'est ce qui allait se passer. Parce qu'il était comme un bouchon par rapport à ça. Aussi bien pour l'immigration que pour le djihadisme. Alors, maintenant, on a fait ça. Nous nous sommes retrouvés devant des gens qui réclament. D'où ils sortent? D'où ils ont les moyens? Je suis certain que les puissants savent d'où ça sort. Les gens estiment que ce sont leurs amis même qui font ça. J'en sais rien. Mais il y a de fortes chances. Donc, à mon avis, ce débat-là est fondamental pour nous, mais il ne se fera pas là-bas. Et quelle que soit la personne qui sera élue, là, maintenant, là, rien ne va changer. Ah, donc vous êtes ceux-là qui pensent que c'est bonnet, blanc, bonnet? C'est pareil. C'est pareil. Alors, et pourtant, dans l'argumentation contre la déclaration française, on peut tabler sur le nationalisme de l'un par rapport à l'ouverture mondialiste de l'autre. Et cet état des choses sonne-t-il le glas de la France-Afrique, M. Akindes? Serait-ce la fin réelle de cette lune de miel de la France avec l'Afrique? Est-ce qu'il y a une lune de miel? Pendant un certain moment, on s'entendait, enfin, la France et les pays francophones s'entendaient assez bien, mais aujourd'hui, ils étaient sur la le torchon brûle avec le Mali. Moi, j'ai l'impression que le jeune âge de Macron a été un coup pour le chef d'État. Quand je vais vous taper sur le dos, parce que le président de la France, vous commencez à vous dire, mais comment ça suffit? Mais si le peuple français l'a choisi, c'est pas forcément... D'accord. Mais la façon dont... Vous avez jamais vu un président français parler comme ça de l'Afrique? Je vais téléphoner à ceux-ci pour qu'ils prennent les décisions qu'il faut. C'est quoi ça? Est-ce que ce n'est pas une position de... C'est pas de l'ego simplement des dirigeants de l'Afrique, des dirigeants africains. Voyez-vous, moi j'ai géré l'État, une partie de l'État. Il y a des moments donnés où vous vous taisez. Parce que vous n'avez pas de suite à la protestation. Il m'est arrivé quelque chose, j'ai géré un truc avec tout ce qu'il fallait faire, et puis je me suis vu apostrophé par une aide comptable que je dis, mais vous vous sentez où? Je n'ai pas votre âge, je n'ai pas votre formation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je me suis plaint, on m'a invité, j'ai été là-bas. Ah oui, mais c'est la France qui paie. D'accord, si la France qui paie, je ne dis plus rien. Ok. C'est-à-dire, parce que c'est son pays qui a fait, elle peut s'adresser à moi comme si je suis un babin. Mais moi, je dis, si je fais le grand,
tous ceux qui sont derrière moi vont dire c'est moi qui ai fait que ça a capoté. Au lieu de me taire et d'être calme, vous pensez tout ce qu'il y a. C'est exactement comme vous êtes dans un gouvernement et que vous voulez démissionner. C'est tout un problème. Vous avez dit que ce soit Macron ou Le Pen, eh bien, la politique pour l'Afrique ne va pas changer, mais même si l'Afrique a été très absente dans les débats de ces deux candidats-là, on va dire qu'elle a été résumée plus ou moins au problème de la migration. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Monsieur Akindé? La cause de la migration, c'est l'absence de travail en Afrique. C'est aussi l'effet du formatage intellectuel de la population. Si je prenais n'importe quel responsable politique ici, au pouvoir, il va dire je vais faire de votre village Paris ou Londres, etc. Donc on fait rêver des choses extraordinaires. Ensuite, être balayeur en France vous permet d'avoir plus d'argent qu'un professeur ici. Donc, lorsqu'on sait ces choses, l'humain est attiré vers là où il pense qu'il y aura un peu plus de moyens. Si relativement en France, le balayeur est pauvre là-bas, relativement à l'Afrique, le balayeur il est riche. Donc, c'est ça qui fait l'effet qu'il n'y a pas de job. Moi, j'ai une nièce, l'autre jour, elle me dit, ah, moi, il faut que je sorte de Bénin, n'importe où. Commencer à faire. Parce que je n'ai pas d'avenir. Je ne vois pas d'où ça va venir. J'ai travaillé dans une boîte, on l'a fermée. Une deuxième boîte, on l'a fermée. Au bout de 4 mois, 6 mois, on ferme les uns après les autres. Comment je vais évoluer? Jusqu'à quand? Quand est-ce que j'aurai ramassé un peu d'argent pour le cas où je ne pourrai plus travailler? Toutes ces questions-là se posent. Donc, autant, jouer le tout pour le tout, on s'expatrie. Il y a le cas différent des gens de la diaspora, qui, eux, ils sont là-bas, ils ont fait des études, etc. Et ils disent, mais je viens ici, qu'est-ce qu'on va me payer comme argent? Le job qu'il fait là, de côté étudiant, est mieux payé que ce qu'il va avoir ici. Alors, il va venir sur un salaire énorme, et si vous voulez avoir ses compétences, vous êtes obligé de payer ça. C'est ça qu'on voit là. Vous payez ça. Vous pouvez payer plus que vous payez aux autres, mais vous avez besoin de la compétence. Et c'est pas parce qu'ils sont de vos nationaux qu'ils vont accepter n'importe quoi. Donc, il faut dire que c'est les intérêts qui font ça. C'est les intérêts qui font ça. Maintenant, il y en a beaucoup qui reviennent parce qu'ils ont des salaires qui sont intéressants. Donc, ils viennent. Mais le jour ne sera plus intéressant, ils vont repartir. Et quelle est votre position là-dessus? Vous pensez que c'est l'idéal? Ce n'est pas l'idéal, c'est un fait. C'est-à-dire, l'instinct normal, lorsque les gens quittent les villages pour venir à Cotonou, ce n'est pas le même instinct. Il lâche la roue, il vient ici, il va faire manœuvre, gardien, voilà, il va faire Zémidien. Ce n'est pas la recherche d'intérêt. Donc, c'est un mouvement irréversible. On ne peut pas faire ça. Maintenant, si vous faites qu'à la campagne, il peut vivre mieux, il ne viendra pas ici. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens maintenant qui finissent leur diplôme ici et qui vont à la campagne pour s'occuper des champs. Parce qu'ici, ils n'auront rien. Là-bas, au moins, ils ont un minimum pour pouvoir survivre. Donc, c'est une question de besoin. Et est-ce que vous pensez que peut-être les années à venir, cette relation va s'améliorer avec la France, évidemment, et les pays africains? Vous embarrassez parce que beau jour avec la France, beau jour avec son destin en main. Oui, beau jour avec l'Allemagne, beau jour avec la Chine, beau jour avec la Russie, beau jour avec le Venezuela, beau jour avec le Canada, avec tout le monde. On n'a rien à y perdre. Est-ce qu'on a à perdre? C'est ce qu'on tenait à la France et de ne rien voir d'autre. Là, ça devient presque de l'esclavage.
C'est-à-dire, on ne voit rien d'autre que ça, alors qu'il y a mieux ailleurs. Donc, il faut aller voir partout, pour voir ce qui est meilleur pour vous, le plus avantageux pour vous. Pourquoi les gens ont peur de la Chine en Afrique? Il faut des réalisations. Il faut des réalisations. Et ils donnent l'argent pour le faire eux-mêmes, avec le fait que c'est leurs entreprises qui doivent le faire. Nous, on a fait marché public, un type de marché public. Alors, il est arrivé, je crois que c'est le Danemark, ou la Hollande, je ne sais plus lequel des deux, a voulu faire la route qui passe par la lagune là, jusqu'à Kassato, sur le lac là. Ça n'a pas marché parce que les gens exigeaient que ça passe par le marché public. Les gens disent, nous donnons l'argent et nous réalisons. Nous ne pouvons pas donner l'argent. Donc quelqu'un d'autre réalise. Et ce qui marche maintenant avec la Chine, c'est pour ça, ils viennent avec leurs ouvriers, leur matériel, tout. Par conséquent, il n'y a pas de problème. On finit par contourner le truc de marché public, puisque le prêt est lié à l'exécution. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème, j'allais dire simple. On va là où on trouve l'intérêt. Donc vous comprenez ces pays qui se tournent aujourd'hui, par exemple le Mali qui se tourne aujourd'hui vers la Russie, aussi le Cameroun qui se retrouve dans la même posture et d'autres États africains. Je pense que leurs responsables estiment que c'est nécessaire. Et leur entourage estime que c'est nécessaire. Bon, je n'ai pas à blâmer ça. Vous savez comment le Biafra a été fait ici, le génocide au Rwanda. Vous savez ce qui s'est passé? Alors, tout ça là, c'est l'histoire qui doit nous renseigner, nous. Ça doit nous renseigner pour savoir comment on aborde la question sans parti pris, sans subir le formatage de nos cerveaux, en regardant à droite et à gauche. Je me rappelle un jour, j'étais directeur quelque part, une école, et j'ai dit on va évaluer les enseignants. Les étudiants vont évaluer les enseignants, individuellement. Et l'ensemble de la classe va évaluer chaque étudiant. Ça a été retourné. J'ai expliqué que on ne peut savoir ce que vous faites est bon que si les étudiants retiennent quelque chose. Et lorsqu'on met la classe évaluée, les extrêmes là sont éliminés. C'est donc le juste milieu que vous avez. Alors le juste milieu, je remets ça au professeur. Je dis, bon, améliorer ces points. Je ne vous montre pas le détail. Améliorer ces points. C'est ce que pensent vos élèves. Donc, si vous n'en tenez pas compte, vous ne pensez pas à votre enseignement. Donc, c'est parce que j'ai vécu ça ailleurs, et pas en France. Et je vais trouver ça, tiens, ça c'est nouveau ça. Et je dis, bon, ben, je vais essayer ce que ça a donné. Ça a donné de bons résultats. Alors, M. Akindes, nous allons revenir à nos problèmes ici au Bénin, puisque vous avez estimé qu'il faut que chaque État africain règle ses problèmes et laisser la France régler les siens. Nous sommes en avril, nous sommes en train de célébrer le 6e anniversaire d'accession du chef de l'État au pouvoir. Et dans un pays réfractaire au changement, M. Akindes, est-ce que vous ne pensez pas que depuis 6 ans, les lignes bougent au Bénin? Je n'accepte pas que le pays soit réfracté au changement. On dit que le pays est réfractaire au changement parce qu'on ne sait pas amener le changement. Tout comme on dit, n'est-ce pas, ce que vous prenez en grosse quantité est un poison. Mais en petite quantité, ça devient un médicament. Donc, c'est la manière d'amener. Si on ne peut pas vous faire manger un cassane d'un coup, vous ne le mangez pas morceau, non. Alors que si vous mettez tout ça dans la bouche, c'est la mort. Donc, je pense que c'est la manière d'amener la réforme et l'explication que vous faites pour amener la réforme. Si vous ne faites pas d'explication et que vous dites c'est ça on va faire et puis c'est tout, vous aurez des mécontents. Vous
Pourtant, même déjà, quand vous expliquez, vous êtes déjà mécontent. Quand vous n'expliquez pas, c'est encore pire. Voilà. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, on est en train de fabriquer des pavés. Pavés en lit, là. Il dit, c'est pas bon, parce que les autres sont autobloquants. Vous savez ce qu'est autobloquant? Les autres pavés, là, qu'on avait avant. Ils étaient autobloquants. Quand vous les lancez, l'eau ne peut pas partir sans l'eau, donc ça reste... Mais en lit, là, ça pose problème. Bon. Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions à cette question-là? Celui qui me parlait, c'était un spécialiste. Mais je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es rapproché des gens pour savoir pourquoi cette préférence? Et puis, mais si c'était si simple que ça, un spécialiste devait être au courant qu'on a fait des changements en conséquence. Non, ma question était de savoir si vous ne constatez pas de changement. Vous, votre position, vous ne voyez pas de changement. C'est ce que je retiens de ma question. Non. Non. Je ne sais pas ce que vous mettez par changement. Il peut être positif, il peut être négatif. Et pour ne pas répondre ce que vous observez par rapport à ces lignes qui bougent alors? Oui. Les lignes bougent. En zigzag, ou deux pas en arrière, un pas en avant. C'est ça à apprécier. Mais les lignes bougent. Comment elles bougent selon vous? Elles bougent parce qu'on vous dit c'est ça que vous devez faire et puis vous le faites. On se réunit, on prend un texte, on dit c'est ça on veut faire. Adopter ça, on adopte. C'est tout. Pour changer les lignes. Mais c'est un peu comme celui qui a peur du gendarme. Il n'adhère pas à ce qu'il fait, mais parce qu'il a peur, il se tient tranquille. Pour moi, ce n'est pas l'épanouissement. Ce n'est pas l'épanouissement. On aura comme résultat, en gros, ce genre de situation. On va tout attendre de l'État. On va tout attendre de l'État, parce que c'est lui qui décide tout. Ça veut dire, du point de vue mental, les citoyens considèrent l'État comme la colonisation. Oui. Puisqu'il donne des ordres, et les gens exécutent. Leur participation à la réflexion sur les ordres qu'on va donner n'existe pas. Donc, je n'ai jamais approuvé la réaction des populations sur certaines choses. Ils considèrent que l'État, c'est en dehors d'eux. Ils ne s'intéressent pas à... Il doit tout leur donner. Amener l'école, amener le dispensaire, amener la route, tout ça. Ça, c'est la fonction de l'État colonial. Et c'est resté dans nos mœurs. Par exemple, on veut construire des écoles. Oui. Quelle est la fonction de l'école? Vous pouvez faire une école maintenant avec chasse d'eau, WC, tout ça, etc. Lorsque l'enfant quitte là, il va où? À la maison. La différence est trop grande. La différence est trop grande. C'est-à-dire que vous poussez l'enfant à sortir de son milieu. Au lieu de le pousser à améliorer son milieu. C'est à sortir de son milieu. Et c'est ça, là, ça c'est la démarche, c'est ça. Et donc, les populations sont aujourd'hui réagissent comme sur la colonisation. Sauf quand ils en ont marre, ils ont dans la rue, et puis on le tue. Je dis ça parce que j'ai vécu ça. Hein. Il y a eu des choses comme ça. Bon. Donc, à la limite... Donc, vous ne sentez pas la population s'intéresser à ce que l'État fait? Est-ce cela? Ça dépend de quoi. Si vous faites une route par là, c'est très bien, n'est-ce pas? Par exemple, on veut faire des types de textiles. Mais le choix est porté sur Goulot, là, à la gare Goulot, là, voilà. Oui, la zone industrielle de Glodji. Il n'y a pas de coton là.
Il n'y a pas de coton là. Quel est l'avantage de faire ça? De le faire au lieu où on le produit. Il y a peut-être des avantages. J'en sais rien. Mais ça mérite d'être dit. On décide ça, et puis les gens le font. Ça peut avoir des conséquences. Je me rappelle très bien, ce ne sera pas le cas ici, lorsqu'ils ont eu fait le Kenaf. Vous savez ce que le Kenaf là? Qui fait les sacs de jute. Ils ont planté l'usine à Boïko. Il n'y a même pas d'eau à Boïko. Or, c'est avec l'eau. Ça n'a jamais fonctionné. C'est devenu un truc de police ou de pompier après. Voilà. Exactement, voyez-vous, si vous vous promenez, on a fait de l'artisanat, là, les villages de l'artisanat. C'est en brousse. Personne n'est là. Ou alors, c'est les bonnes dames qui viennent vendre là. Ça veut dire que le fait de ne pas consulter les utilisateurs, on croit leur faire du bien. Et ça ne donne rien, ça donne du gaspillage. Donc la méthode pour moi... Elle ne vous plaît pas ou bien n'est pas la bonne? Je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas. Ça souffre de quoi? Ça souffre de concertation. Ça souffre de concertation. Vous avez pris le cas des maires. Les maires ont été nommés par le président. Pas les deux partis, c'est ça, non? Et voilà déjà les députés qui sont là. Les maires ne sont pas nommés par le président. Non, ils sont désignés, j'ai dit. Pas nommés. Ils ne sont pas désignés non plus par le président de la République. Bon. D'accord. D'accord. Non, mais ce sont les textes qui régissent la Les textes ne veulent rien dire. L'application des textes, c'est ça qui est important. C'est justement dans l'application des textes. Dans l'application, ce n'est pas le président de la République qui désigne les maires. Si, vous rappelez dernièrement de comment... Vous m'excusez. Puisqu'on a dit à des partis politiques de choisir qui va être le maire. C'est qui le parti politique? On a pris un truc spécialement pour ça, entre les deux élections. Vous dites que ça, c'est la gestion? Pour moi, ce n'est pas la gestion. Mais est-ce qu'une œuvre humaine n'est pas faite, M. Akili? Pardon? Est-ce qu'une œuvre humaine n'est pas faite? Et il y a des œuvres qui sont insensées. Il y a des œuvres qui sont moyennement sensées. Il y a des œuvres qui sont tentées. Il y a des œuvres qui peuvent poser des problèmes. C'est tout. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, j'ai estimé, honnêtement, que la notion de décentralisation, ça veut dire que les gens gèrent leur localité. Maintenant, le secrétaire administratif va gérer le budget, il va rencontrer Aubert. Est-ce que le fait que le secrétaire exécutif gère le budget empêche ou bien empiète sur la notion de la décentralisation? Bien sûr. En quoi? Qui paye comment? Je prends là où je suis là. Il y a des caniveaux qui sont ouverts partout. Je pense que le maire ne peut pas dire, allez réparer ça, secrétaire exécutif. On va dire, attention, monsieur là, ce que nous avons prévu, c'est ceci, c'est cela. Les priorités sont définies par le maire. Là, oui. Mais quand ce n'est pas le contrôle du budget qui définit les priorités. Je me rappelle, on a voulu sortir une loi sur la corruption électorale. J'étais au Parlement. On a fait des groupes pour circuler dans le pays, pour leur parler de la loi qu'on veut prendre. Les populations opinées ont donné leur point de vue. Ce qu'on a modifié, on l'a modifié. Mais l'observation, c'est vous qui venez de l'argent, vous dites maintenant là, vous voulez combattre contre la corruption. Vous foutez de nous quoi? Vous voyez bien la réaction. Au sens de dire, votre histoire sert à rien, vous allez revenir encore donner l'argent. C'est ce que ça signifie dans le fond. On a fait le projet de loi, je suis, mais il a été, disons, édulcoré, et puis bon, on n'en parle plus. Voilà ce que je dis. Ce n'est pas projet, c'est proposition de loi. Alors voilà, je dis, l'adhésion au débat a un effet bénéfique dont on ne profite pas du tout en agissant de la sorte. Mais est-ce que la consultation à chaque fois ne va pas un peu retarder les ambitions d'un chef d'État? C'est pas
coup par coup, à la manière d'être tétanique, on fait les choses. Tu as une vision générale. Expliquer, on explique globalement tout. Et après, on prend les lois en conséquence. Et les gens donner leur opinion, et vous en tirez les lois ou les décrets que vous devez prendre. Ce n'est pas, on veut construire le camp ici, là, il faut aller demander aux gens si vous construisez ça là. Non, c'est globalement. Donc, sur, vous ne pouvez pas, à moins d'avoir des votations tous les jours, c'est pas comme ça, il y a aucun pays qui puisse le faire. Mais, on va changer la structure des maires, des communes, etc. Voilà les problèmes que nous avons constatés. Vous avez dit, les gens que l'homme sont politiques, ils ne font pas le boulot. Il faut bien chercher la compétence. Un maire ne peut pas aller chercher un incompétent volontairement. Mais c'est le diagnostic. Ah bon? Moi, j'ai pas le diagnostic qui a été fait. Et on connaît la pratique dans nos communes. Les maires aussi en sont bien conscients. De quoi? Que les maires ils sont politisés et forcément les résultats attendus ne sont pas atteints à l'issue. Les maires sont politisés, ça signifie quoi? Les postes politiques. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que les populations n'ont rien à y voir. Parce que si les populations doivent être informées, c'est nécessairement politique, c'est la gestion de l'État. La politique, c'est la gestion de l'État. D'accord? La politique, c'est la gestion de l'État. Et comment gérer l'État, c'est ça l'acte politique. C'est ça l'action politique. Et si ils estiment que c'est une bonne chose, je crois que la population est capable de comprendre. La population est capable de comprendre. Alors, de quoi on a peur de ça? De quoi on est convaincu que la population est incapable de comprendre quoi que ce soit? Pourquoi? Dans ce bilan, dans le bilan des 6 ans, M. Akindes, qu'est-ce qui vous rend fier, vous, en tant que Béninois, de ce qui a été fait? Ou bien vous ne trouvez aucun point positif, ce dont je doute? Je n'aime pas mettre des points positifs à quelque chose. Tout ce qu'on a fait, ce n'est pas les méthodes qu'on a utilisées qui m'intéressent au départ. N'est-ce pas? Qui m'intéressent au départ. Lorsqu'on prenait les lois sur la décentralisation, avant, ou lorsque on a voulu faire la constitution, on n'a pas consulté les gens. Mais il y a eu popularisation. Et c'est revenu pour des amendements. Pour moi, c'est logique. Même si la population, c'est du folklore, mais les gens savent qu'il y a une réunion pour ça. Et voilà ce qu'on nous a dit. Voilà. Et puis ça se commente. Donc, quand ça va arriver, on était au courant. Voilà ce que je pense de la méthode. La méthode, pour moi, elle pose problème. J'en ai vécu moi-même concrètement. Je l'ai dit dans de mes livres. On avait un groupe, on parlait comment renforcer l'unité nationale. On voulait faire un séminaire là-dessus. On a invité tous les candidats à la présidence de la République à cette époque-là. Ceux qui voulaient donner des subventions pour qu'on fasse ça, on donnait. À la fin, nous décidons d'aller voir l'un d'entre eux qui a donné pas mal. Pour lui dire ce qu'on a retenu. Il ne nous a pas reçus. Puis, on a mis une commission en place, commission Djogbenou. On envoie le résultat de nos réflexions à la commission Djogbenou pour exploitation en nombre suffisant. Ça n'a pas été distribué. Ça n'a pas été distribué. Pour un débat. Donc, je sais ce que ça veut dire la méthode, mais je n'approuve pas. Où des gens sont exclus de la réflexion, où
La réflexion ne vous plaise pas, mais vous le battez sur la discussion. C'est pour ça que je dis que la méthode, moi, me pose problème. Ça peut arriver à des résultats comme on veut, mais ça pose un problème de gestion de l'homme. Voilà ce que j'ai dit. Mais est-ce que l'homme n'est pas aussi difficile à satisfaire, monsieur Akindes? C'est pour ça qu'il est homme, non? L'homme est complexe. Et le résultat, non seulement matériel des gens, mais de l'influence extérieure. L'homme est essentiellement influençable. Même s'il se braque, il a été influencé de façon négative. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, que ce soit l'homme. Moi, j'ai été moulu dans cette manière de prendre les éléments avant de prendre un texte. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça... Oui, voilà, ce n'est pas une parole. Hein. Mais ainsi, on avait consulté l'homme, comme vous le dites aussi bien. Est-ce qu'on aurait pu arriver à changer de paradigme concernant la lutte contre la corruption, puisque ce sont les hommes qui sont justement au cœur de la corruption? Si, dans ce contexte, dans cet exemple simple, on aurait pu arriver à avoir ce changement de mentalité par rapport à la corruption dans notre pays, M. Akindes? Mais moi, je ne suis pas journaliste, mais ce que je vois dans les administrations, si vous dites que la corruption est combattue... Il y a aujourd'hui la peur du gendarme, M. Akindes. Il y a des structures qui ont été mises en place pour contrôler. À un niveau donné, la peur du gendarme n'existe pas. À un niveau donné, c'est s'ils ne te connaissent pas. Hein, c'est ce type-là. Mais la pratique, la corruption, on le sait, elle a la peau dure, mais il y a au moins une certaine amélioration dans le comportement, je vais dire, des Béninois, où vous ne le constatez simplement pas. J'ai affaire au petit peuple, aux employés sur la terre. C'est vrai, si je veux voir le patron, moi, je suis ceci, etc. Non, mais je vais là-bas, directement. Je vois comment ça se résout. Je vois comment ça se résout. Et tu peux faire du travail, bon, tu lui donnes un cadeau, c'est d'accord. Mais si tu ne donnes pas le cadeau avant, ça ne marche pas. Avec nous autres, je sais pas, parce que nous sommes un peu connus, on fera le truc. Et après, on va dire, mais Pépé, tu as pensé à nous. Comme c'est après, tu ne peux pas considérer que c'est la corruption. C'est que tu prépares le terrain. C'est comme quand tu vas dans un bar. Tu donnes tes pourboires à la serveuse. La prochaine fois que tu seras là, elle va se dépêcher de te servir. Ce n'est pas de la corruption, ça. Mais lorsqu'on exige... Dans l'actualité, actuellement, M. Akindes, il y a cette difficulté mondiale, je vais dire, la cherté de la vie à laquelle face pratiquement tous les pays du monde. Vous, comment appréciez-vous les efforts que fournit notre gouvernement pour le soutien aux populations, pour que les effets soient moins denses? Il faut bien que je connaisse les effets. C'est la cherté des denrées alimentaires, les produits. C'est la mesure. Fixer les prix. Est-ce la meilleure solution? J'en sais rien. Parce que, qu'est-ce qui a fait que les denrées sont devenues plus chères? Ce n'est pas la vie en l'air. Mais il y a actuellement une guerre en Ukraine qui accentue les choses. Il y a beaucoup de choses ne viennent pas de l'Ukraine. Ici même, la papa qui a payé à 100 francs, c'est 150, c'est l'Ukraine, ça. Il y a aussi la spéculation sur le marché, M. Akindes. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Le coût de la vie ne résulte pas de l'Ukraine. Pour moi, le coût de la vie sur certains éléments, oui. Est-ce que notre énergie vient de l'Ukraine? Russie, l'Ukraine, ce sont ces deux pays-là qui sont les gros fournisseurs. Je ne sais pas. Ça peut venir du Nigeria. Même le Nigeria est en difficulté actuellement. Ça peut venir de l'Algérie, ça peut venir un peu partout. Je ne sais pas si ça vient de l'Ukraine. C'est ce que j'ai dit. L'Ukraine n'est pas réputé producteur de gaz. C'est le gaz russe qui traverse l'Ukraine pour aller dans les autres pays. Et c'est les Russes qui le fournissent. Donc, ça n'a pas
Et comment ça va traverser si les deux États sont en conflit? Les importateurs, au fait, ont des difficultés à s'approvisionner. Je ne sais pas si, en venant ici, vous avez fait le tour des stations. Ça continue en Ukraine. Ça continue. Et la Russie continue de payer à l'Ukraine la traversée de son territoire. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas croire que c'est... Parce qu'il y a derrière, le problème économique n'est pas résolu. Ça, c'est pour le problème de l'économie développement, tel qu'on a ce schéma-là. Moi, c'est pas ça qui fait l'essence chez nous ici. Je suis certain que c'est pas ça qui fait le truc de gasoil qui a pris du gasoil. C'est une politique d'approvisionnement. C'est une politique d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a une politique d'approvisionnement dans le pays? Je ne sais pas. On a augmenté le gaz à 2 reprises en l'espace de 2 mois. Pourquoi? C'est toujours les mêmes difficultés, monsieur. On ne peut pas faire le jour le jour. On réagit sans oublier la subvention monstre que prend en charge le gouvernement. Ah bon, vous connaissez la subvention? L'essence est subventionnée, le gaz est subventionné, tous les produits pétroliers pratiquement sont subventionnés. Si on doit prendre les chiffres réels, ce n'est pas les prix de cession dans les stations. Vous êtes tellement renseigné que vous affirmez avec force. Les chiffres ont été exposés à la face du monde, justement, tout récemment, dans la semaine qui s'est achevée, la ministre du Commerce est montée au créneau pour encore monter. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un moment où le Nigeria nous vendait le carburant au prix nigérien? Vous savez ça? Vous savez qu'il y a un accord entre le Bénin et le Nigeria pour que le prix du produit pétrolier vendu aux États nigériens soit le même au Bénin. Vous savez ça? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On nous le facturait ici au Bénin comme si c'était venu d'ailleurs. Sans dire que c'est le Nigeria. La différence, ce que ça fait, je ne vous en parle pas. Donc le gouvernement n'est pas clair dans ses chiffres? Je ne vais pas parler de maintenant. Puisque c'est les chiffres de maintenant que je vous expose. Moi, vous en référez aux chiffres du précédent. Pas chiffres. À la pratique. À la pratique, d'accord. À la pratique. Est-ce que ce gouvernement n'a pas montré suffisamment son sérieux pour qu'on croie? Ça, c'est sérieux. Parce qu'il y a des décisions qu'ils ont prises. Par exemple, on m'a parlé de... Oh, laissez-moi, je vais faire des critiques, ça ne va pas. Il y a des choses qui ont été faites, on dit, mais c'est pas bon, ça. On dit, ah oui, c'est ceci. Mais vous êtes libre de donner votre opinion, monsieur Akindé. Bon, je vais vous donner l'exemple pour vous dire ça. C'est mes sites, vous avez fait l'enquête là-dessus? Ici, là-bas, ils donnent des cours, c'est ça? Alors que c'est un centre de recherche. En réalité, on n'a pas formé un noyau de chercheurs reconnus au plan international pour mener ça. On a pris déjà à droite, à gauche. Ils ont peut-être des compétences. Mais pour créer un centre de recherche, il faut déjà avoir une université. C'est des choses de base. Parce que si les techniciens n'existent pas, ce que vous amenez ne va pas fonctionner. Avant d'en venir au chapitre politique qui sera notre dernier aspect, je voudrais prendre votre opinion sur cette rencontre du chef de l'État avec les syndicats pour parler de la question du SMIC et de la revalorisation des salaires. Votre attente à vous, c'est laquelle, puisque c'est le mardi prochain, la rencontre le 26? La vie est chère. D'accord? Il doit donc reconnaître que le SMIC doit augmenter. Donc moi, je n'ai plus de question. À quel taux? C'est là qu'il y a le problème. À quel taux, à quel pourcentage on va augmenter le SMIC? C'est ça que je dis. Et va-t-on augmenter le point indiciaire? À quel taux? Voilà la question qui se pose toujours. On peut dire que c'est 5%, on a fait un effort, c'est tout. L'effort ne résout pas le problème. La paupérisation va continuer. Donc, moi, je ne peux pas savoir a priori. Rencontrer les syndicats, c'est très bien. Mais je me méfie d'une chose. La rencontre du grand chef avec tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire? Avec les syndicats. Parce que les syndicats, c'est d'abord le ministère de la fonction du travail. C'est dans le cadre de concertation. Il doit faire ces concertations d'abord, arriver à des conclusions, qu'il y ait des points d'achoppement. À ce moment-là, le chef de l'État intervient. Si c'est dès le départ, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aurais pas suivi cette méthode-là.
C'est la méthode du chef là-bas. Il parle à vous poser des questions, il répond à ce qu'il veut. Il dit, bon, ça va, on a bien vu, nous sommes... Vous aurez du mal à vouloir dire que ce n'est pas un accord. On ne vous a pas consulté. Parce que vous ne vous êtes pas assis, vous discutez dans le détail. C'est exactement comme vous parlez du test qu'on a à faire pour les gens là. Il faut que les gens aient vu ça avant. Et les propositions, qu'il y ait le débat. Et qu'il s'agit maintenant de trancher. Je ne suis pas au courant de ça, je ne peux pas me dire. Nous allons terminer cet entretien sur quelques mots de la politique. Vous avez certainement entendu parler des exigences du parti Les Démocrates pour prendre part à ce scrutin. Qu'en dites-vous, M. Akindes? Je dis que les lois électorales qui avaient été prises étaient mauvaises. Le résultat. Dans la vie, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat, ça. Et depuis ce moment que j'ai dit qu'il n'y a plus de décentralisation. Dans la mesure où, dans notre commune, vous avez beau avoir la majorité, vous ne pouvez pas. Dans une circonscription électorale d'abord, dans la majorité, vous ne pouvez pas représenter la population. C'est une autre personne qui va représenter. Donc il y a là, le mal vient de loin. Le mal vient de loin. J'ai l'impression que beaucoup de lois sont prises pour discriminer. C'est l'impression que j'ai. S'agissant donc, je ne sais pas quelles sont les conditions que les démocrates posent, mais je sais que les lois, de façon générale, parrainage. Quand on fait parrainage par la population, c'est plus simple. Personne ne peut acheter les populations. Les partis peuvent demander le parrainage des populations et non des élus. Puisque les élus, on sait comment on les a élus. Ou ils ont des doutes, au moins, sur la manière dont ils ont été élus. Pour moi, si c'est ça là, ok. Maintenant, il y a aussi que si vous n'avez pas tel pourcentage, là, vous êtes éliminé. Conséquence, c'est que je représente les populations dans une circonscription ne sont pas ceux pour lesquels les populations ont voté. Est-ce ce résultat-là que l'on veut? Et quand on faisait autrement, est-ce que l'unité du pays était en danger? Non. Donc moi, je ne pense pas... Mais le parrainage que vous décrivez en pratique, par exemple, en France, dont on a parlé en première heure de cette émission, M. Akindes, c'est pratiqué là-bas. Oui. C'est le même système de parrainage qui est ici aujourd'hui au Bénin. Voilà. La France, c'est pas le Bénin. Voyez-vous, l'expérience vous avez dit, vous n'avez pas pris l'exemple de la Suisse. Il y a d'autres pratiques. Ok. Il y a d'autres pratiques. Donc, ce qui correspond à la situation que l'on vit, c'est ça qu'on fait. On ne le copie pas. Merci à vous, Monsieur Sylvain Adekpéju Akindes, pour votre analyse de l'actualité française et celle béninoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser un bout de temps pour pouvoir conclure notre entretien, Monsieur Akindes. C'est difficile de conclure l'entretien parce que si beaucoup de problèmes ne sont pas sur la même longueur d'onde, je pense qu'il y a une rigidité de ma part peut-être. Parce que j'ai des idées assez précises et je n'ai pas l'habitude de la langue de bois, ni de l'hypocrisie, c'est ce que je pense. Et il n'est pas possible que je vienne à votre télé, à votre micro, et que je fasse de la langue de bois, sans qu'on en tire quelque chose. Je crois que c'est difficile aujourd'hui, dans notre pays, de discuter. C'est pour ça que je vous félicite d'avoir pris le courage pour me dire de venir parler de ces choses. Évitez. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, M. Akindes. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.